Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur le matériel Studer avec le Xtender 4048 et le VarioTrack 150-80. Ce sont des produits que j'utilise régulièrement, vous avez déjà vu des vidéos. Là c'est une installation que vous avez peut-être déjà vu dans d'autres vidéos parce que j'en ai fait plusieurs. Je vais vous faire le même test qu'avec les autres onduleurs, les tests de rendement, les tests de charge, les tests en conditions dynamiques et qu'est-ce qui se passe en autonomie avec le rendement des batteries et en autoconsommation, puisque c'est possible de le faire aussi avec le Studer. Donc c'est parti pour cette super vidéo. Certains fabricants, marques ou vendeurs n'aiment pas lorsque je teste leurs produits. Je pense avoir le droit à l'erreur. Et les fabricants, marques ou vendeurs ont un droit de réponse. C'est une occasion pour chaque fabricant d'améliorer son produit. Et pour moi, c'est l'occasion de mieux connaître les produits. Mais aussi permettre d'anticiper des pannes ou diagnostiquer des mauvais fonctionnements. Ouais, j'en ai eu un peu marre de faire des vidéos sur des onduleurs que je vends pas et que j'installe pas. Donc je me suis dit, là c'est ça, je passe directement au Xtender, ça va me défouler un petit peu. Et je repasse après sur Victron et sur autre et je pourrais faire les comparatifs. Mais là, entre les deux, il me faut de la valeur sûre. À la fin, au niveau des résultats et au niveau de la méthode, je pense que vous n'aurez pas de doute sur le fait que j'aime bien Studer. Voilà, ça, je suis désolé pour ça. Je vais vous présenter le protocole de mesure, les différentes mesures que je fais, et on verra les courbes après, et puis on verra ce qu'il y a comme conclusion. Alors là, sur cette vidéo, je vais être relativement le plus objectif possible, puis je donnerai mon avis un peu à la fin sur au fur et à mesure, en fonction de la vidéo. Je risque pas d'avoir de procès de Studer, ça va, je vais pas dire du mal de leur produit, et puis je peux pas, en fait, pour ça, faudrait qu'il y ait des trucs à dire. Donc, on y va. Je vais tester aujourd'hui une installation Studer avec un Xtender 4048 et un VarioTrack 150 volts 80 ampères. Ce sont les deux éléments principaux de l'installation. Avec la télécommande, alors c'est celle-là normalement, mais moi j'utilise celle-là parce que je suis en plein test, c'est la même. Et puis un contrôleur batterie qui est ici avec son shunt. Donc ça fait un ensemble de choses avec la sonde de température aussi pour les batteries. Donc moi ce que je vais faire ici, je vais faire le même test que pour les autres marques. Sauf que je vais commencer par vous expliquer mon protocole de test. Vous l'avez peut-être déjà vu dans d'autres vidéos, comment je fais, mais là je vais mettre un point spécial sur comment je fais mes mesures, parce que à plusieurs reprises j'ai eu à essayer de prouver à des gens comment j'avais fait les mesures, donc je vous explique comment je fais. Et si vous estimez que la mesure est mauvaise, ou si vous pensez que le résultat n'est pas bon, peut-être que c'est un problème de mesure ou autre. Donc je vous explique comment moi je fais, quelles précautions je prends, et à vous de vous faire une idée si les mesures vous semblent justes. Concernant le parc batterie, donc le cap batterie, ils arrivent ici. Je passe par un shunt Victron et un shunt Studer. J'en mets deux pour pouvoir comparer les résultats. On verra tout à l'heure qu'il y a un petit écart. Pour vérifier qu'on a les bonnes mesures. Je vérifie aussi régulièrement que mon BMW fonctionne toujours très bien. Je l'échange avec d'autres et je vérifie les mesures, notamment les mesures de tension, les mesures d'ampérage, pour être sûr que j'ai pas d'erreur de mesure. En tout cas, je le fais aussi dès que je vois quelque chose qui me paraît bizarre, qui est incohérent, je contrôle comme ça. Donc j'ai une redondance sur la mesure sur les batteries. Concernant tout ce qui est solaire, alors j'ai les câbles solaires qui arrivent là. Vous voyez, les câbles, on les suit. Ils vont sur le champ photovoltaïque dehors. Voilà, j'ai mis 3200 watts de panneaux par groupe de 2 panneaux avec du 16 carré ici. Hop, ça passe par là. Donc j'arrive sur mon sectionneur photovoltaïque. Là, vous devez la voir souvent cette planche parce que j'ai fait énormément de vidéos sur la même planche en un laps de temps assez court. Donc je finis de tout tester sur cette planche, économie de moyens, hein. Et puis donc voilà. Donc j'arrive en 16 carré sur ce sectionneur qui va aller sur le régulateur photovoltaïque ici. Qu'est-ce que je mesure ici? Eh bien je mesure le courant et la tension, c'est-à-dire que je vérifie que mon VarioTrack mesure la même chose que moi. Je vérifie que les valeurs qui vont être affichées sur mon contrôleur là-bas sont bonnes, qu'il n'y ait pas des fluctuations trop grandes. Au niveau du courant, donc c'est une pince ampère-métrique à courant continu. Donc quand on fait ça, eh ben on la débranche, on la tare à 0, et c'est important de la mettre à 0, sinon elle va se tromper. On mesure et on la redéfait pour vérifier qu'on est toujours à 0, pour vérifier qu'on a des bonnes mesures. C'est toujours comme ça qu'on fait, hein. C'est comme les mesures de vérification d'absence de tension, on reteste l'appareil derrière. Donc là, c'est pas un test d'appareil, on vérifie qu'il est bien à 0 à chaque fois. Donc je mesure aussi donc la tension pour vérifier qu'on a la bonne information là-bas. Une fois que j'ai ça de fait, je sais que les paramètres en entrée sont bons. Donc je me sers donc de
de cet appareil et je me sers des mesures qu'il y a à l'intérieur de la RCC02, sachant que je contrôle les mesures panneaux solaires ici que je viens de voir et les mesures batterie en doublon, donc je ne peux pas me tromper sur ce qui rentre et ce qui sort. Je vérifie en instantané les puissances, puisqu'on peut toujours avoir une erreur sur les kilowattheures, puisque les comptages de courant continu en interne aux appareils, que ce soit Studer ou d'autres, il peut y avoir des petites variations avec des virgules, l'horloge interne ou autre. Donc je ne fais pas forcément des mesures avec des kilowattheures, je fais des mesures instantanées, et puis les kilowattheures ils viennent après dans le bilan énergie, je regarde si c'est cohérent avec ce que j'ai fait. Il y a un oscilloscope ici qui me sert, alors il y a deux entrées, il y en a une qui me permet de vérifier le parasitage sur l'entrée continue du régulateur solaire, voir comment lui envoie des parasites sur les panneaux solaires ou pas. Et l'autre c'est pour vérifier l'onduleur ou le chargeur, enfin en fonction de mon test, vérifier qu'on a toujours une courbe sinusoïde propre, qu'il n'y a pas de parasitage et autres. Vous l'avez déjà vu dans plusieurs vidéos ce test, mais ça fait partie des présentations aujourd'hui. Quand je fais un test, je vais jusqu'au bout. Bon, sur ce régulateur là, il y a un petit protocole aussi au démarrage, vérifier que le ventilateur fonctionne bien, vérifier que les LED s'affichent bien. C'est une petite mise en service, vu que je connais bien ce produit, je sais comment faire. Concernant onduleur chargeur, donc ici, lorsqu'il est allumé et fonctionnel, c'est-à-dire qu'il n'est pas sur off, j'ai plusieurs compteurs. Donc j'ai des compteurs ici, donc ce ne sont pas des compteurs de très très haut de gamme, mais ils ont l'avantage d'avoir tout sur le même écran, et je les ai vérifiés avec d'autres compteurs et ils donnent la bonne valeur. Sauf qu'ils affichent des watts alors que c'est des voltampères, ils font pas la différence. C'est pas très grave, ils affichent le courant et donc ça suffit. Donc c'est les watts, les wattheures, watt-wattheure, entrée-sortie, input-output. Je contrôle avec un autre compteur ici, le ORWE, que lui-même je l'ai vérifié avec un autre Chauvin Arnoux que j'avais. Donc les valeurs sont bonnes, tous les tests que je fais sont avec des doubles compteurs, donc j'ai une redondance. Et à chaque fois je tombe bon, donc c'est que mes compteurs doivent être bons, donc il y a une petite tolérance de quelques watts, peut-être 2-3 watts, mais sur les échelles que je mesure, je ne devrais pas avoir ce genre de souci. C'est assez insignifiant, je crois qu'on est à 0,5 watts d'écart, parce que lui consomme un peu, et lui consomme un peu, et lui consomme un peu. Donc si vous voulez, comme ils sont en série, il y en a un qui alimente l'autre, donc il y en a un qui se trompe de 0,5 puisqu'il alimente l'autre, donc j'en tiens compte. Et donc j'ai des doubles mesures comme ça. Lorsque je mesure en 230 volts les consommateurs, lorsque je branche des consommateurs pour vérifier les rendements, pour l'onduleur c'est pas si dur, je branche petit à petit plusieurs appareils, tels que un fer à souder par exemple. Donc je le mets toujours à pleine puissance, pas à mi-puissance. Un radiateur comme celui-ci, un petit soufflant qui fait 900 et 1700 watts. C'est pas Billet 2000, faut pas confondre, c'est parce que c'est marqué 1000 et 2000 dessus. Des lampes comme ça, donc j'ai plusieurs lampes que je branche. Je teste avec des chargeurs de batterie, donc à chaque fois c'est des appareils différents. Je teste avec mon compresseur, mon déshumidificateur, la cafetière, d'autres appareils électroniques, ordinateurs, lampes. Et bien sûr, quand il faut descendre très bas, avec des chargeurs de téléphone ou d'autres projecteurs, d'autres appareils. Des fois, j'ai des chargeurs de batterie, donc j'en ai plusieurs. J'ai tout ça comme chargeur de batterie. Donc, Pourquoi je fais des tests différents comme ça? J'ai aussi un petit frigo. Donc voilà, un petit frigo standard, 30 watts. Le fait de tester avec autant d'appareils, c'est pour que ce soit le plus représentatif possible des consommateurs à la maison, puisqu'on a un petit peu de tout, on a de la pompe à eau, alors ça m'arrive de mettre la pompe à eau aussi, en fonction de ce que j'ai besoin de mesurer et de prouver pour avoir des seuils de puissance différentes. Et comme j'ai des cosinus phi différents, je peux comparer une puissance en résistive et une puissance inductive. En règle générale, j'ai pas beaucoup d'écart, puisque moi, comme je mesure tout en voltampères, un moteur de 800 watts va peut-être faire 1000 voltampères, et ainsi de suite. Donc je connais déjà les valeurs techniques et j'ai déjà testé les appareils pour connaître leur puissance. Je sais quelle puissance ils font en 230 volts par exemple. Et en fonction de la tension de l'onduleur, s'il fait 235, une résistance va être plus puissante et une inductance va tendance à être plus puissante aussi. Donc ça dépend, ça dépend, mais j'ai des appareils qui permettent de monter crescendo. Ça s'affiche sur les appareils de mesure, les différents appareils de mesure. Je note. J'attends toujours que les mesures soient stables pour noter une mesure. Je fais pas, celle-là elle fait ça, celle-là elle fait ça, celle-là elle fait ça, puis le temps d'en venir là, ça a bougé. Non, je fais que des situations stables. Si je dois faire des situations très dynamiques, je les filme. Et c'est dans un optique de regarder ce qui se passe ou de regarder si la courbe d'une sinusoïde modifie, mais pas vraiment pour faire de la mesure, parce que c'est pas évident. Il y a toujours 1 ou 2 secondes de latence sur chaque compteur est un peu différent. Donc il faut que ce soit des situations stables. S'il y a un compresseur, il faut qu'il soit démarré. Les seules choses que je peux garder, c'est les pics de puissance, donc c'est lié à la stabilité de la sinusoïde lorsqu'il y a un pic de puissance. Je peux le mesurer et je le connais déjà théoriquement. Je sais à peu près que mon compresseur c'est 5,2 kg. J'ai les postes à souder aussi, je peux tester les postes à souder, les outillages. Donc c'est vraiment petit à petit, je teste vraiment tous les appareils, je vérifie mes données, je vérifie s'il n'y a pas une erreur sur les courbes. Si je vois que j'ai fait une erreur de mesure parce que c'est flagrant,
Si j'obtiens 120% de rendement, c'est que j'ai fait une connerie. Et ben je corrige, je refais la mesure. Je refais la mesure aussi souvent qu'il y a besoin. Donc en général, j'ai plusieurs mesures identiques ou du même ordre, par exemple 1300 watts, 1345, 1350. Je vois bien si c'est crescendo, si c'est cohérent ou pas. Pour la partie chargeur, pour que l'onduleur chargeur, par exemple le extender, mais d'autres produits aussi, varie en puissance, j'ai deux façons de faire. Soit je bride le courant en entrée avec la télécommande, donc je lui dis, bah voilà, tu bloques à 1 ampère, 2 ampères, 3 ampères, ou le courant de charge, 1 ampère, 2 ampères. Si je peux le faire, je l'utilise. Si je ne peux pas le faire, bah, je charge normalement. Je regarde combien de puissance passe et j'attends la fin de charge des batteries. Parce qu'à la fin de la charge, la puissance baisse tout doucement. Donc toutes les 5 minutes à peu près, je fais un relevé et j'ai une puissance qui baisse tout doucement et à chaque fois j'ai un rendement qui change. Ça me permet d'avoir quelque chose de stable, de reposé et de factuel, qui est vraiment lié à ce qui se passe vraiment sur votre installation, à ce que vous pouvez mesurer chez vous, à ce que tous les appareils du commerce peuvent mesurer s'ils sont homologués et certifiés CE. Et donc c'est comme ça que je fais mes mesures. Donc en aucun cas je fais des estimations frivoles en disant bah lui il a un rendement de 90, allez c'est bon on fait 90. À chaque fois que j'ai des watteurs, des watts, des puissances, je les vérifie vraiment en double. Donc pour avoir des courbes et ainsi de suite. Alors une fois que j'ai mes tableaux, donc par exemple là c'est les relevés de charge et décharge de batterie que j'avais sur la marque tu sais qui. En général, je vous avais déjà montré dans une autre vidéo, j'ai par exemple le temps, l'heure à laquelle je relève ça pour voir les cohérences, les watteurs en alternative, les watts en alternatif, le pourcentage du BMW, le pourcentage de l'appareil, la tension batterie, les ampères-heure, les watteurs, enfin dès que j'ai des valeurs qui sont mesurables et cohérentes à mesurer et à étalonner, je fais mes tableaux et je fais autant de colonnes que possible, je les mesure ensemble. Si je n'ai pas pu les mesurer ensemble, bah, j'en tiens pas compte, je les garde en référence quelque part, mais je saute une mesure, puisque si j'ai pas pu mesurer un élément, bah, je peux pas. J'ai toujours un état initial, un état final, j'ai un bilan à la fin, avec des watteurs, avec des rendements, avec des pourcentages, et j'en fais quelque chose après tout ça. Par exemple, là, je vérifie que les rendements collent, que les pourcentages collent, je vérifie que j'ai pas une erreur de mesure. Si ça va pas, bah, je refais un tableau, je refais une autre mesure, et je recommence, jusqu'à ce que j'ai quelque chose de cohérent et que je n'annonce pas n'importe quoi. Là, c'est pour le scooter, la recharge du scooter. Je fais par écrit, parce que c'est bien plus rapide que de faire par ordinateur. Je ne vais pas avoir un ordinateur à côté pour tout écrire. Moi, ça me permet de voir, c'est beaucoup plus rapide pour moi. Certes, je n'ai pas de logiciel connecté qui permet de tout réunir. Si j'avais ça, j'aurais des milliers d'euros à perdre, je pense. Je ne connais pas d'appareil qui fait ça, à part faut le faire soi-même. Mais je pense pas que ce soit nécessaire ici, c'est vraiment pas le genre de choses qu'on me demande, et puis c'est pas nécessaire, vraiment. Donc voilà comment je fais pour faire mes mesures. Donc bah ça va être le début du test Extender. Donc pour mettre en service tout ça, je ferme le sectionneur, tout démarre, télécommande démarre, le BMW démarre. Donc là je vais commencer par un petit bug chez Studer, j'en parlais pas jusqu'à présent parce que je voulais avoir des confirmations. Là il m'affiche 0,1 watts de consommation, alors qu'on est plutôt dans les 6 watts. Il y a un petit décalage de 5-6 watts, des fois de 2 watts. C'est un problème de mise à jour, j'en ai parlé avec Studer. C'est tellement minime que, vous voyez, là c'est à 0 et là c'est à 2. Donc c'est une petite erreur de mesure, donc ils sont en train de corriger, il y a une mise à jour qui va venir. Donc moi, en attendant, je mets un BMW en parallèle pour être sûr. Vous voyez, là on est à 0 et là... 0 et quelques. Donc le BMW, déjà, lui, il a une tolérance de quelques watts, donc il y a des choses qui ne mesurent pas très bien. Et lui, il a une tolérance plus faible, mais comme il a un tout petit décalage, ça peut fausser les mesures en hiver. Donc pour mes installations hivernales, j'espère qu'on aura fait la mise à jour. Donc ça, c'est pas un très gros problème. Enfin, moi, je trouve ça problématique parce que je suis pointilleux. D'ici là, la correction sera faite et Studer fera le nécessaire pour... appliquer la correction qui va bien, comme Victron le fait régulièrement sur ses mises à jour. Donc là, pour le test, eh ben comme j'ai doublé les watts, le contrôle, on est bien. Donc on voit qu'on consomme rien du tout. On est certainement inférieur à 1 watt. Tout est éteint. Si maintenant j'allume le VarioTrack, voilà, il est allumé. Il s'est mis en mode nuit. On n'a toujours pas de consommation. Si j'enclenche maintenant ici, alors avant, il faut que je vérifie la présence tension. Il faut toujours vérifier que la polarité est bonne. Pas question de cramer le matériel. On m'indique 90 volts, donc on est bon, on a bien la bonne polarité. Donc je vais mettre en marche les panneaux solaires. Et puis normalement il est synchronisé avec le extender, donc il va se mettre à produire. Voilà, donc il affiche une puissance, voilà, avec une tension batterie, un courant. On a accès à toutes les valeurs ici. Quand on va chercher le kilowatt en cours, la tension en cours, durée d'ensoleillement, type d'erreur, nombre de jours, le courant max, le mode de fonctionnement, les kilowattheures du jour précédent, les ampères-heure, l'énergie, voilà, température des batteries, puissance solaire, courant dans les panneaux,
tension dans les panneaux. Donc tension dans les panneaux et courant dans les panneaux, moi il faut que je les vérifie. Et la puissance solaire, il faut que je vérifie si c'est la puissance qui sort du régulateur ou qui rentre du régulateur. Donc c'est comme ça que je fais, je vérifie les puissances, je vérifie les données, je vérifie si ça correspond à ce qu'il prend dans les panneaux solaires ou ce qu'il fournit aux batteries. Et ça me permet après d'avoir une certaine fiabilité dans les mesures. Donc là par exemple, il me dit qu'il produit 250 watts, 0,25 kg. Et on est à 234, 233 dans les batteries. Ici 237. Vous voyez, on a un tout petit écart. Voilà, je vérifie toutes les valeurs. Tout à l'heure, je vais faire une mesure en dynamique. Je vais vous filmer ça. Et puis après, on va voir les courbes. Alors, comment est-ce qu'on fait une mesure dynamique sur onduleur? Alors, mon onduleur est allumé, donc ça se voit pas, j'ai posé la résistance dessus. Là, j'ai pris un exemple, là, j'ai un petit radiateur électrique, mais je ne fais pas qu'avec ça. Là, c'est pour ça et vite pour la démonstration. Une fois que j'ai bien vérifié le rendement de mon régulateur MPPT, je prends en compte uniquement l'énergie qu'il fournit à la batterie et au système, pour voir ce qui rentre dans le système. Je mesure ce qui sort au niveau de la batterie, ce qui se passe au niveau de la batterie, et je mesure ce qui se passe au niveau du 230 volts, ici et ici. Vous voyez, il y a deux compteurs, comme je disais tout à l'heure. Et donc, je vais faire un bilan de puissance à chaque fois, et un pourcentage de rendement, c'est-à-dire, on a certainement, alors en général, ici, j'ai un delta de puissance, une perte en watts, et après, j'ai un rendement de l'installation. Et c'est comme ça que vous avez les courbes dynamique du système, et c'est là qu'on a en général les meilleurs rendements sur tous les systèmes que j'ai testés, puisque on stocke pas vraiment, on est vraiment sur du dynamique, donc c'est ce que je constate en général. Donc là on est en train de produire 200 watts à l'état T0, on produit 200 watts, on a 171 watts qui va dans la batterie, on a 0 watts au niveau du 230 volts, la sortie de l'onduleur, donc entre les deux il y a bien un rendement quelque part, il y a une petite perte. Ici on a une perte de 29 watts, et on fera le rendement après, je calculerai entre les entrées et les sorties. Si je décide de mettre le ventilateur, donc il faut attendre un peu, vous voyez, je peux pas mesurer tant qu'il n'est pas démarré, ça sert à rien puisque les watts vont se stabiliser. Voilà, donc on est à 14 watts normalement, j'attends un peu, 14 watts, 165 sur les batteries, 210 sur le PV. Voilà, donc on envoie un peu moins dans les batteries, on prend un peu plus sur les panneaux. Je prends maintenant une puissance de presque 1 kW, alors c'est pas tout à fait 1 kW, donc on est à 932,4, 520, 450. Je vérifie. 932,3, 561, 420. Je refais plusieurs fois la mesure parce qu'on est dans un état à peu près stable, il n'y a que le soleil qui bouge. Et puis j'en fais plusieurs comme ça déjà. Donc 930,9, 584, 390. Puis ensuite, par exemple, je peux augmenter la puissance ici. 1843, 1580, 350. Ah, vous voyez, je me suis trompé, j'ai cette valeur-là qu'il fallait que je mette ici. Vous voyez, je voyais bien qu'il y avait une incohérence. 932,3, 930,9. Top. J'en refais une autre. 1840, 1630, 310. Voilà, je peux éteindre. Voilà, je redescends la puissance. Donc on va redescendre à 14, 13, 256, 290. Donc voilà, je fais de la dynamique, je vais changer d'appareil, je vais faire avec une perceuse, je vais faire avec 2-3 autres appareils. Puis à la fin, je vais avoir une jolie courbe avec énormément de mesures que je fais en double. Et comme ça, on a une mesure dynamique. Donc je vous montre aussi quelques exemples de mesures. Donc là, par exemple, je mesure le courant qu'il y a dans les panneaux, 1,82. Je vérifie le courant qui est affiché ici, 1,84, 1,85. J'ai fait un petit tableau ici entre les deux, donc j'ai un tout petit écart. Parfois, il est complètement identique. L'écart, j'ai remarqué qu'il était en grande partie dû au fait qu'il y a un rafraîchissement de la page qui est pas tout à fait la même. Là, on va attendre 2 secondes, 1,84. Et là, on est à 1,84. Voilà. 1,87, 1,86, 1,85, 1,84. Donc souvent c'est très très proche. Donc il y a une toute petite, éventuellement 0,01 de différence. Pour la tension, j'ai fait la même chose. Donc j'ai la mesure de tension ici, puis j'ai mis le voltmètre ici. J'ai obtenu un écart de rien du tout. C'est exactement pareil, 83,6, 83,7, 86, 85,9, 83,4. Pour ce qui est de la mesure des puissances, donc la validité de la puissance qui est affichée à l'écran. Donc je mesure la tension, le courant et la puissance qui est affichée ici, puisque je peux faire confiance au courant et à la tension, vu que j'ai vérifié avant que la valeur était bonne. Et en multipliant les deux, je vais voir ce que ça donne à droite et je vais voir si ça correspond. Pour ce qui est du rendement des panneaux solaires, du MPPT, j'ai éteint l'onduleur, donc tout est éteint, là il est sur off. Il n'y a que le régulateur solaire qui est en marche, les panneaux solaires chargent la batterie, je mesure ce que le régulateur solaire produit et ce que la batterie encaisse. Et donc il y a une différence entre les deux qui est le rendement du régulateur.
Donc j'ai fait quelques relevés ici rapidement, mais en fait j'en fais sur plusieurs jours à chaque fois, là c'est vraiment pour vous montrer, et ça va nous donner un rendement à côté. Donc je vais faire le calcul et je vous remontre. Donc une fois que les calculs sont faits, voici ce que ça donne. Alors je suis désolé, ça fait un peu fouillis parce que tout est sur la même feuille, mais c'est uniquement pour vous montrer. Alors, je cache à gauche là. Donc sur la partie mesure de puissance du régulateur solaire, vous voyez par exemple il m'affichait 240. La mesure réelle est 237,1, 240, 238,33. Donc il a un plus ou moins 5 watts, parce qu'il ne fait pas le dernier chiffre après la virgule, c'est surtout ça. Donc il est plutôt cohérent, 230, 231,5, 260, 268,7. Plutôt cohérent, donc je suis plutôt content. Je sais qu'il y a un petit écart de 1 ou 2 watts à prendre en compte si on a besoin de peaufiner les calculs. Concernant le rendement des panneaux solaires, alors je fais comme ça, je prends la puissance des panneaux solaires et la puissance envoyée dans les batteries. Je fais le rendement entre les deux, donc 150 divisé par 160 fois 100. Là j'ai 93,75, 93,12, 92,5. Toujours avec cette histoire de petits chiffres qui n'apparaît pas là. S'il apparaissait, peut-être ce serait plus élevé. Ensuite, pour le calcul dynamique, donc j'ai remarqué qu'il y avait des petites puissances. Alors c'est comme ça que je fais la puissance qui rentre moins la puissance qui sort, et j'ai un différentiel. Donc là, 29, 30, 40, 43, 87, je suis désolé, c'est gribouillé. 100, 121, donc c'est cohérent et c'est assez faible. C'est beaucoup plus faible que les autres que j'ai fait avant, mais c'est cohérent parce que c'est proportionnel à la puissance qu'on demande sur le côté. Donc ça, c'est un indicatif pour moi sur l'onduleur. Je crois que sur le WKS, on était dans les 200 watts là, je sais plus, faut regarder la vidéo, vous l'avez peut-être pas encore vu. Là je suis à 30 et quelques, c'est assez faible, en gros c'est le rendement de l'onduleur, la perte de l'onduleur plus la perte du chargeur solaire, la conversion quoi. Donc en fonction de la puissance qu'il y a derrière, elle est plus ou moins grande. Donc par exemple là pour 1843 watts, on a 87 watts de perdu, ça nous fait un rendement de 95,49%. Et donc là c'est le rendement dynamique, ce qui se passe en faisant le plus les moins, en le laissant travailler à toute vitesse l'onduleur, enfin en changeant tout le temps, est-ce qu'il arrive à maintenir un bon rendement, et le régulateur solaire aussi. On est bien en dessous de 0 et 14 watts, là on est à 85%, ce qui est très bien. Et après 95, 95, 94, 89, 91, 92, 93. Et donc moi, je voulais vous le faire en live pour montrer. Alors qu'est-ce qui se passe là? On a en 230 volts, on a 180,5 watts. Dans les batteries, on envoie 380 watts et l'énergie vient des panneaux solaires à 520 watts. Donc il y a plus d'énergie ici que là. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait ça plus ça divisé par ça. Donc je le fais maintenant. 180,5 plus 308, ça nous fait 488,5 divisé par ce qui est produit, 580, ça nous fait 93,94. Donc ici, il faut que j'écrive 93,94. Là, le cas d'après, on a plus de consommation que de production. Donc on va faire la somme des sources, donc c'est les panneaux solaires et les batteries, parce qu'on décharge des batteries. J'ai pas mis de signe en face, mais normalement je le mets. Donc je vais faire 666, c'est un hasard, hein, plus 490, ça fait 1156, que je vais diviser par 1100. Non, je vais faire 1100 divisé par 1156, voilà. Divisé par le calcul d'avant. Donc 95,15. Donc ici, il faut que je marque 95,15. C'est comme ça que je fais. Les entrées, je fais le différentiel des entrées-sorties, puis je fais le pourcentage. Donc comme ça, vous voyez bien que là, je me moque pas de vous, hein. Je pense pas que ce soit plus clair que ça. Là, c'est vraiment clair qu'en dynamique, chez Studer, on a très très peu de pertes. Donc un fonctionnement comme ça, qui serait aussi en autoconsommation, puisqu'on va le voir dans le bilan à la fin, on est pas mal. Allez, on passe aux courbes. J'ai d'abord fait quelques mesures en situation réelle avec un frigo. Donc le frigo il fait 30 watts, c'est le petit que vous connaissez déjà, vous l'avez vu avant. La consommation dans la journée, donc sur 24 heures, était de 228 Wh sur le 230 volts. Et j'ai fait aussi un test avec mon bureau, un ordinateur, clim. Alors clim c'est un déshumidificateur, la cafetière, donc la cafetière le matin, enfin 2 fois par jour. Les lampes, la box, enfin ce qu'il y a besoin pour 8 heures de bureau. J'ai eu une consommation de 1576 Wh. Je me suis un peu forcé à consommer des trucs parce que je suis beaucoup plus économe que ça. J'ai laissé les trucs allumés, enfin ce qu'il y a dans un bureau quoi. En mettant l'onduleur en veille, c'est-à-dire en l'autorisant à fonctionner avec sa veille, c'est plus économe que sans la veille. Donc sans la veille, on est à 35,8% de rendement. C'est normal puisque l'ensemble du système à vide est à 20 watts de consommation. Puis après, on applique un rendement sur les 30 watts. Donc on a un minimum de consommation qui est presque la puissance du frigo, donc le rendement n'est pas élevé. Si on autorise maintenant l'onduleur à se mettre en veille, comment on fait? On le paramètre pour qu'il se mette en veille, et surtout on ne met pas de compteur d'énergie. Si on met un compteur d'énergie ou des appareils qui justement consomment de la veille, des petits écrans tactiles, si le frigo avait un petit écran avec des affichages de température, il ne pourrait pas se mettre en veille. Vous voyez, l'écart entre les deux, il est de presque du simple ou double. Enfin, il y a à peu près 20% d'écart entre les deux. On passe à 66% de rendement. Le simple fait d'avoir
autoriser l'onduleur à se mettre en veille, ne serait-ce que la nuit par exemple, on économise 20% de la consommation, ce qui est bien. Maintenant pour le bureau, il n'y avait pas de veille, puisque tout fonctionnait toute la journée, l'efficacité était de 95%. Pourquoi ? Parce que j'ai eu une consommation moyenne de 197 watts, et aux alentours de 200 watts, on est dans les 95% de rendement. Enfin, vous le verrez après. Et donc l'onduleur s'est jamais arrêté, il alimentait toujours un truc, et son rendement a été quasi exceptionnel. Vous voyez, 95% pour une journée de travail normale. Et puis si la nuit, on n'a que le frigo qui tourne à 66% de rendement, globalement, on a un très bon système. Voici les courbes de rendement dynamique que j'ai réalisées. J'ai fait énormément de mesures. La courbe bleue en haut, c'est la production du MPPT, qui monte jusqu'à 3000 watts. La courbe jaune, c'est la consommation en 230 volts, qui dépasse un petit peu les 2000 watts de temps en temps. La courbe rouge, c'est ce qui se passe dans les batteries, en charge ou en décharge, qui est le résultat de la consommation en 230 volts moins la production en photovoltaïque. La courbe bleue qui est tout en bas, c'est le rendement de l'ensemble du système, avec la différence entre, comme je vous ai expliqué précédemment, entre ce qui rentre et ce qui sort. Et puis donc il y a plusieurs points à noter. Alors déjà on voit que les rendements sont très souvent au-dessus de 90%, avec un pic à 97,07%. Donc là c'est le cumul du rendement onduleur, batterie et MPPT. Donc c'est-à-dire qu'en additionnant les pertes, on arrive à des moments à plus de 97%. Mais très très souvent on est entre 90 et 94%. On a à l'écran 4 mesures inférieures qui sont de l'ordre de 60-63%. C'est normal puisque c'est le moment où il y a de très faibles puissances. Donc j'ai mis des petites flèches noires, ça veut dire que ce sont les moments où il ne se passe quasiment rien. On ne prend pas trop dans les batteries, mais on consomme un tout petit peu en 230 volts et il n'y a pas trop de production solaire. Donc on est sur les parties très basses de rendement. Donc pour arriver avec un rendement de 60%, en multipliant les rendements de photovoltaïque, onduleur et batterie, c'est un très très bon rendement en fait, parce qu'il faudrait des rendements très élevés en photovoltaïque et en onduleur pour atteindre 63% en cumulant 3 rendements. Donc là on est quand même très bien. Les 60% c'est au moment où c'est en pause en fait. Donc, et c'est 60% sur 3 watts, 5 watts, donc c'est très, très raisonnable. On verra ça sur les courbes plus précisément juste après. L'onduleur, alors c'est une courbe qui monte très très haut et qui se maintient beaucoup, qui descend un tout petit peu après. Donc c'est une courbe orientée autonomie, mais qui est capable de faire du travail. Son rendement monte à 95,96% d'après mes mesures. Et même arrivé à presque 4000 watts, on est encore à 91,43%. On voit qu'il faut dépasser les 200 watts de consommation pour dépasser les 90% de rendement. 200 watts, c'est déjà pas énorme, hein. On est quand même sur un onduleur qui a un rendement très élevé sur une très grande plage de puissance. Si on compare maintenant avec l'onduleur W et l'onduleur I, on voit qu'on est quand même pas mal au-dessus. Alors, vu comme ça, on se dit c'est juste un tout petit peu au-dessus, mais c'est une histoire d'échelle, parce qu'on voit de loin là. Donc on va zoomer un petit peu. Et puis, on va prendre les puissances qui nous intéressent, parce qu'effectivement, quand on est très très puissant, on a des rendements similaires, enfin ils sont assez proches, et le W est même identique, voire un tout petit peu plus élevé que le Studer aux alentours de 2000 watts. Mais ça, c'est pas très dur en fait, à ces puissances-là, d'avoir des bons rendements. Ce qui est dur, c'est de l'avoir à faible puissance. Alors, lorsqu'on réduit, qu'on zoome un petit peu sur les courbes, sans aller trop loin dans les détails non plus, on voit que il faut attendre plus de 600 watts pour l'onduleur W pour dépasser les 90% et presque 1000 watts pour l'onduleur I pour atteindre les 90%. On voit aussi que pour le rendement à 50%, l'onduleur I, il l'a à 100 watts, le W, il l'a à 65 watts et le Studer, il l'a à 25 watts. C'est-à-dire que l'onduleur Studer va décaler énormément son rendement pour être le meilleur possible à tout moment. Ce qui est d'une grande valeur, parce que quand on consomme 28 watts, on n'a pas envie d'avoir un rendement inférieur à 50%, quoi. C'est pas, même pour 100 watts, c'est chaud, quoi. Là, pour 100 watts, le Studer, il est à plus de 80% de rendement. C'est évident que là, il y a un truc. Concernant le chargeur, le chargeur, il est... alors, on voit qu'il y a beaucoup de zigzags, je vais vous expliquer pourquoi, mais le chargeur, là, il est à un rendement proche de celui de l'onduleur, 94,58 au maximum que j'ai mesuré, je crois, peut-être un point un peu plus haut, et 92,4 tout à la fin. Donc j'ai fait une charge en 2000 watts à peu près. J'ai pas été beaucoup plus, je pouvais charger à 3500 je crois, mais mes batteries ne le supportaient pas, j'avais pas envie de les détruire.
mais c'est déjà pas mal. On voit bien qu'on se maintient vachement. Donc les petites dents de scie, ce sont les différentes mesures, parce que l'onduleur il compense en permanence le parasitage de son propre chargeur. J'en ai parlé dans une vidéo sur les problèmes de l'onduleur chargeur. Alors je referai peut-être une vidéo là-dessus, parce que je la trouve un peu maladroite. En gros, il a un filtre actif à l'intérieur qui évite d'avoir des harmoniques et des parasites, et donc il adapte tout le temps sa puissance pour être à la fois au meilleur rendement et ne pas parasiter la sinusoïde. Donc il y a des petites variations, un peu comme un MPPT, qui font qu'on est un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus. Mais je les ai pris en compte et je les affiche, puisque je mets tous mes points de mesure. Hein. Et puis on voit que quand on est sur une faible puissance, on a tendance à faire un petit peu plus le yo-yo, puis à un moment donné ça décroche quand même, parce qu'il y a en dessous d'une certaine puissance, il ne peut plus maintenir un rendement à 90%. Il y a un peu de perte quand même. Quand on cumule les deux courbes, onduleur et chargeur, donc comme je disais, on est assez proche l'un de l'autre, des rendements qui ne se ressemblent pas tout à fait, mais on est quand même sur quelque chose qui est très très haut. Concernant le rendement du MPPT, alors j'ai fait deux courbes, j'ai fait un rendement en fonction de la puissance du soleil, donc en bas on va pas jusqu'à 1000 watts parce qu'il faisait pas si beau que ça quand j'ai fait mes tests, et puis pareil les batteries, il fallait qu'elles encaissent 3500 watts de panneau, et quand je teste le MPPT, j'allume pas l'onduleur pour décharger les batteries, moi mon but c'est de voir ce qui va dans les batteries, ce qu'il est capable d'injecter, donc il me faut vraiment, faut pas que j'ai d'autres parasitages à côté. Donc on a un rendement qui est vraiment élevé, qui commence à baisser dans les toutes petites puissances, je crois que c'est dans les 50 watts. Il se maintient bien au-dessus des 90% sur la quasi-totalité de sa puissance. On atteint 97,2% au plus haut, et parmi les points les plus bas, on est à 94,06, enfin les plus bas sur la grande zone de production, ce qui est un rendement très honorable. Si on fait une petite courbe de la puissance produite par les panneaux solaires en fonction du soleil, donc c'est plus un rendement là, c'est vraiment une puissance par rapport à une puissance. Donc vous voyez, j'ai pas pu aller jusqu'à 1000 watts de soleil, enfin en tout cas, il y a eu, mais c'était trop furtif pour que ce soit une mesure stable, donc je l'ai pas inclus dans les mesures. Et bien on se retrouve avec quelque chose qui est très proche. Alors le orange, c'est ce qui est envoyé dans les batteries, et le bleu, c'est ce qui est produit par les panneaux solaires. Donc le rendement qu'il y a est très bon à ce niveau-là. On a un petit peu plus de perte avec plus de puissance, mais globalement, c'est une perte qui est de plus en plus petite par rapport à la puissance. Alors le maximum théorique serait une ligne droite, hein, c'est théorique, qui irait jusqu'à 1000 watts par mètre carré pour atteindre les 3200 watts crête. Il y a des endroits où on est un peu au-dessus, c'est parce que, à mon avis, ma mesure du soleil était à peine bonne à ce moment-là, donc on a un point de mesure qui est un peu au-dessus. Faut bien voir que j'ai plusieurs choses à regarder en même temps, et l'appareil qui mesure le soleil peut varier de 1 ou de quelques watts au moment où je regarde, au moment où je mesure la puissance du régulateur. Donc bon, c'est pas inquiétant, on est à peu près sur la médiane, ça se passe très bien à ce niveau-là. Si on intègre maintenant la courbe du MPPT à côté de la courbe de l'onduleur, et là du coup c'est plus en fonction du soleil, c'est en fonction de la puissance, l'onduleur et du chargeur, alors je fais une petite explication ici rapidement. Quand la puissance en bas, c'est pas la même en fonction que ce soit le chargeur, le MPPT ou l'onduleur. Pour l'onduleur, je prends en compte la puissance alternative qu'on consomme. Pour le chargeur, je prends en compte la puissance courant continu qu'on utilise pour mettre dans les batteries, pas celle qu'on consomme. Et pour le MPPT, je prends en compte la puissance qui rentre aussi dans les batteries, pas celle que les panneaux solaires prennent. Ce serait les mêmes rendements, mais ils seraient décalés en fait. Ils seraient décalés et ce ne serait pas juste. Moi, je prends les puissances utiles. Pour l'onduleur, je ne vais pas prendre l'énergie qui rentre dans l'onduleur, je prends vraiment celle qu'on consomme derrière. Donc ce ne sont que des puissances utiles que j'ai mis, donc pour avoir le bon rendement par rapport à l'usage qu'on en fait. On voit que le MPPT est, quand même, est au-dessus de l'onduleur même. On a très très bon rendement. Il n'y a pas d'incohérence dans le produit en fait. Il n'y a pas un des appareils qui est mauvais. Si on zoome un petit peu, alors MPPT, j'ai pas pu faire en dessous de 50 watts. Je sais plus si c'était mesurable ou j'ai juste pas fait la mesure. Hein, pour 10 watts ou 15 watts, j'ai pas fait la mesure. Je pourrais la faire, mais je crois que c'est pas important ici. Donc cette courbe de MPPT est bien au-dessus. Pareil, il y a des petits yo-yos parce que le MPPT s'adapte au soleil et quand le soleil il bouge, il y a des petites performances et bouge un peu, mais globalement ça se régule pas trop mal. Bon on enlève cette courbe de MPPT puisqu'on la connaît bien maintenant, j'ai pas grand chose à y dire dessus. On va juste regarder chargeur onduleur. Le chargeur il a un rendement qui reste très très élevé jusqu'à quelques watts, donc très élevé, c'est-à-dire qu'il ne chute pas comme l'onduleur, puisqu'il fait tout son possible pour réguler au mieux. Et globalement, en dessous de 150 watts, il fait du yo-yo, et puis on l'entend un petit peu dans l'onduleur, ça fait... Il essaye de maintenir le rendement le temps qu'il peut sur les derniers watts, puis à un moment donné, il s'arrête de produire. En dessous de 20 watts, je crois que c'est un peu dur. Il se dit, c'est bon, les batteries sont chargées. Donc ça veut dire qu'il maintient vraiment la charge jusqu'au bout, quoi. Il fait pas 4 heures pour mettre
pour mettre 2% dans la batterie avec un rendement de 10%, quoi. Il maintient le plus possible. Concernant l'onduleur, en zoomant encore un petit peu, on va mettre un petit repère à 41 watts. C'est celui que j'ai utilisé pour d'autres vidéos. Ça correspond à 1 kWh par jour, c'est la moyenne de consommation. Pour ceux qui me diraient, oui, mais des fois ça consomme plus, ça consomme moins, alors c'est très très proche de la réalité d'utiliser cette courbe en mettant une moyenne. Je le fais sur les groupes électrogènes, ça marche très bien. Il y a un petit écart, mais ça permet de visualiser puis d'expliquer aussi. On n'est pas tout à fait sur ces chiffres-là si vous consommez 40 watts 1 heure sur 2, mais ça explique plutôt bien. Donc là, avec 41 watts, donc 1 kWh par jour, on a un rendement de 64%, donc 1,56 kWh à sortir des batteries. Donc si vous avez une installation avec un onduleur de Studer de 4 kg et que vous ne consommez que 1 kWh par jour en hiver, il vous faudra au moins 1500 watts, 1500 watts de panneaux solaires en gros pour produire ce que l'installation va perdre. Et là on est sur du haut rendement. Donc il faut bien se rendre compte que si vous avez une petite installation qui ne fait que 1 kWh par jour, vous n'avez peut-être pas besoin d'un onduleur si gros. Vous pouvez prendre une gamme autre qui aura encore un meilleur rendement à basse puissance. Il y a moyen de faire encore mieux avec des petits onduleurs. Concernant l'explication, je vais passer au bilan énergétique, mais avant je voudrais expliquer ce que c'est qu'un rendement et quelle hypothèse on peut faire pour savoir où on va, parce que c'est marrant de mettre des rendements, mais le rendement normal il est où? Donc moi j'ai fait une hypothèse, je prends un onduleur qui aurait un rendement moyen de 90%, un chargeur de batterie qui aurait un rendement de 88%, qui est déjà un bon rendement pour la plupart des chargeurs. Un rendement MPPT de 92%, pareil, c'est une moyenne, et un rendement de cyclage batterie de 95%. Donc là, c'est pour du lithium, par exemple. En prenant ces rendements, qui sont somme toute honnêtes, on va faire un petit calcul, et puis on va voir 3 situations. Première situation, on est en production quasi directe de panneaux solaires vers onduleurs. La deuxième situation, on passe par la batterie, c'est-à-dire qu'on fait du stockage avant, puis on passe par l'onduleur. Et la troisième situation, on ne fait pas de production solaire, on ne fait que, on prend de l'énergie sur le réseau ou sur un groupe électrogène, on la stocke dans les batteries, puis on les restitue plus tard. Alors qu'est-ce qui se passe avec ces rendements-là? On se retrouve avec 82,8% sur le 6 si on fait de la consommation quasiment directement. On a 78,6% si on passe par le stockage batterie. Et si on ne fait que du stockage, on est à 75,2%. Donc là, sur un système où on a un MPPT plus un onduleur. Si on est sur un système avec un micro-onduleur ou un onduleur réseau, on va être avec des rendements supérieurs. Ce n'est pas tout à fait la même architecture. On en parlera dans une prochaine vidéo. Mais ça reste quand même la même logique avec des pourcentages différents. Si maintenant on se dit, bah non, les rendements qu'il y a là-haut, ils sont trop élevés, c'est que tu as quand même pris du matériel qui fonctionne bien, Guillaume. Qu'est-ce qui se passe si on prend, par exemple, un onduleur de chez, je sais pas, un onduleur chinois de base, un chargeur qui marche pas très bien, un MPPT un peu merdique, et en tout cas qui, les 3 quarts du temps, va fonctionner avec une plage moyenne très basse, et autre chose que des batteries lithium, par exemple des batteries plomb standard, qui ne sont pas vraiment faites pour faire de l'autoconsommation. Mais si on les utilise quand même. Bon, on a ces rendements-là, qui sont 85, 75, 88 et 85%. On les intègre dans le système et on se rend compte qu'en consommation directe, on est à presque 75%. En passant par les batteries, 63%. Et si on fait que du cyclage dans les batteries, on est à 54%. Et là, c'est tout à fait normal, en fait. C'est en fonction du choix du matériel, on a des rendements différents. Qu'est-ce qu'on peut mettre un petit peu comme synthèse là-dessus? Si on compare les deux systèmes, et les deux formes de rendement, on peut dire que la production directe va être entre 74,8 et 82,8 pour mes exemples, la production plus stockage 63,6 et 78,6, le stockage seul entre 54,2 et 75,2. Cependant, dans mon expérience et sur les systèmes que je rencontre, parce que cela c'est juste avec des hypothèses, dans la réalité j'arrive à avoir des fourchettes un peu différentes qui vont être plutôt entre 70 et 95% pour la production directe, puisque comme je vous ai dit, par exemple avec des micro-onduleurs ou avec des onduleurs réseau standard, on va être plutôt dans 95%. Si on passe avec du stockage, on va être entre 60 et 85%. Tout dépend du chargeur, tout dépend de la batterie, tout dépend de la régulation. Et si on fait que du stockage seul, par exemple si on a un véhicule électrique avec un chargeur bidirectionnel, on charge, on décharge, on va être entre 40 et 80%. 80% c'est rare, mais c'est possible. Par exemple avec le Studer, le cyclage est un peu plus de 80%. Donc maintenant, si on passe au bilan énergétique de l'autoconsommation de ce système, donc j'ai déjà fait ça dans une précédente vidéo qui est disparue, mais on va le refaire ici, et je le referai après avec Soluna. Notre onduleur fait 3500 voltampères. J'ai installé 3200 watts de panneaux solaires. J'ai mis 13 800 Wh de batterie, c'est quelque chose qui est plutôt correct, un peu faible pour de l'autonomie, mais j'ai calculé que cette capacité permettait d'avoir une bonne autonomie
en cas de panne réseau, et comme l'onduleur est performant, on peut se permettre de mettre beaucoup de batteries. Sur ces batteries, j'ai considéré qu'on n'utilisait que 50% d'énergie dans les batteries au quotidien, tous les jours, en autoconsommation, donc on décharge de 50, on recharge de 50%. Le rendement de cyclage de ces batteries est de 80%. Je l'avais démontré dans une vidéo sur le Pilontech. Les flux d'énergie maintenant. Eh bien, les panneaux solaires sont capables de produire 3999 kWh. J'ai pas mis 4000 parce qu'en fait c'est à peu près ça par an dans la région nantaise, dans ma région. Si cette énergie sert pour aller dans la batterie, en l'occurrence ici pour faire un cycle de 50% par jour, on va avoir 2651 kWh qui vont être utilisés pour aller dans les batteries et on va pouvoir en ressortir que 2309. C'est normal, il y a un rendement entre les deux. Si on fait de la consommation directe, ce qui arrive aussi dans la journée, on va avoir 1148 kWh de prix sur les panneaux solaires, 70 kWh de perdu dans l'onduleur, parce qu'il a une consommation propre, et 1021 kWh restitués à l'utilisateur. Dans cet exemple-là, le réseau ne sert que s'il y a vraiment besoin. En l'occurrence, lorsqu'on prend le réseau, ça va être du maintien. C'est-à-dire que quand on bascule sur le réseau, ça ne va pas charger la batterie, donc c'est dans le cas optimum, le meilleur rendement. C'est pas pour charger la batterie, c'est pour alimenter directement les consommateurs, et entre les deux, on a la consommation propre de l'onduleur qui est compensée. Donc c'est dans le cadre où on ne fait pas de la recharge batterie avec le réseau. On pourrait le faire, mais là c'est juste de la gestion batterie, gestion solaire et de l'alimentation des consommateurs la nuit par exemple par le réseau, une fois qu'on a fini de décharger la batterie à son seuil donné. Donc c'est normal que ce soit très peu. C'est comme ça que je fais la plupart des calculs d'ailleurs, dans le cas le mieux, sans injection. Eh bien, le total de kilowattheure en sortie va être de 3233 kWh avec un rendement de 80,84%. C'est plutôt un bon rendement. Donc dans ce cadre-là, Studer est pour le moment le plus élevé que je connaisse. Si maintenant on ajoute un cyclage on rajoute 3 kWh par jour à gérer sur la batterie, c'est-à-dire qu'on prend sur le nucléaire par exemple, ou sur un surplus solaire d'une autre installation, peut-être qu'il y en a une autre à côté, et qu'on le restitue plus tard, on va donc avoir un bilan qui va être un peu plus faible, de 3019 kWh, puisqu'on fait ce qui est produit moins ce qui est consommé, et on a 75,49% de rendement, c'est normal. Si maintenant on fait avec 6 kWh par jour, donc on a toujours les mêmes batteries, mais on gère un peu plus de kWh en entrée et en sortie, donc on se sert de l'installation comme un stockage d'appoint pour l'énergie solaire des autres, on est à 2805 kWh et on descend en rendement à 70,14%. C'est toujours un rendement correct, mais bon, on a perdu plus de 10 points quand même. Si maintenant on prend en compte que les batteries s'autodéchargent, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, il existe des batteries lithium qui s'autodéchargent de 30% par mois, voire plus, à cause de la carte BMS. Donc c'est le cadre de toutes les batteries qui sont monoblocs de petite taille et qu'on cumule, par exemple des blocs de 3 kWh qu'on met ensemble pour faire justement ces 13 kWh. Eh bien l'autodécharge va correspondre à 512 kWh par an. Ça veut dire qu'on ne peut plus mettre ces résultats-là. Ça va être pris sur le solaire, puisqu'on est toujours dans le cas de non-injection et de non-consommation sur le réseau. On va donc avoir besoin de produire plus pour les batteries, donc 3209 kWh qui viendra des panneaux solaires. On aura toujours la même consommation en sortie, 2309 kWh, ça ne change rien, parce qu'on a le même besoin, mais on va en prendre plus sur le solaire. Donc on aura moins d'énergie disponible à consommer en direct. Au lieu de 1148, on aura 590, qui permettra de produire en réalité 476 kWh en 230 volts. Donc le bilan n'est plus bon. Qu'est-ce que ça donne si on fait le calcul? On va donc avoir 2688 kWh en sortie et un rendement de 67,2%. Donc ce rendement de plus de 80% qui était le meilleur devient le pire dès qu'on inclut l'autoconsommation des batteries. Ça permet de répondre aux gens qui me disent mais qu'est-ce qu'on en a à faire de l'autoconsommation des batteries du moment que ça tient la nuit et du moment qu'on compense avec les panneaux solaires? On en a à faire que ça vire 20% de la production annuelle quand même, accessoirement. Juste avec cette petite autoconsommation de 1 watt par élément. Donc voilà l'impact. Eh ben je savais que je ne serais pas déçu par Studer, pas eu besoin de faire de langue de bois. Je pense que, sauf si on m'apporte d'autres équipements plus performants, de meilleure qualité, je pense qu'on peut partir du principe que c'est la meilleure qualité qui existe dans notre pays, en tout cas d'accessible, et que c'est la base haute que je vais prendre pour les prochains calculs les prochaines comparaisons que j'aurai à faire. Donc j'aurai cette base haute et puis les bases basses de l'onduleur I et de l'onduleur W, et puis les autres intermédiaires, quand je comparerai le Victron, suivant ce que Victron va me dire pour les vidéos précédentes et ce que j'ai le droit de dire dans les vidéos, normalement, il n'y a pas de raison pour que Victron n'ait pas sa vidéo équivalente. Donc voilà, moi,
vous avez la preuve quand je dis que la différence de prix Studer, elle se vaut, bah elle se vaut vraiment. Voilà. Vous l'avez dans les performances, vous l'avez dans les résultats, vous l'avez dans le rendement, vous l'avez dans l'ensemble de l'installation et dans la durabilité. Donc normalement, pour cramer du Studer, il faut faire le con, il faut brancher n'importe quel panneau sur le régulateur, faut y aller. Il faut faire des courts-circuits de dingue. Et puis quand c'est garanti, c'est réparé. Quand c'est pas garanti, c'est réparé. Donc normalement, à ce niveau-là, c'est une valeur sûre. Donc merci d'avoir regardé ces vidéos. C'est une vidéo qui n'a pas été censurée. C'est une vidéo qui n'a pas de version privée. Voilà, une vidéo tout ce qu'il y a de plus standard. Je vous remercie de me suivre et à bientôt.